Bien, donc là nous sommes devant l'entrée du chai. Donc première chose qu'on peut remarquer, c'est son gigantisme. Aucun intérêt œnologique à la chose. Simplement, c'était une période, on l'a dit, d'opulence viticole, et donc il fallait construire grand, que ça se voit de loin. Donc vous avez une façade qui fait d'un bout à l'autre 130 mètres, et à l'intérieur, le chai central est à plus de 20 mètres de hauteur. Donc il y a des endroits où c'était effectivement utile puisqu'il y avait des cuves superposées. Ici, il n'y a qu'une rangée de cuves, il n'y a pas de cuves superposées, c'était uniquement pour faire grand et que ça se voit de loin. Il faut se reporter 120 ans en arrière. Vous avez derrière vous le canal de la Robine. Les platanes étaient beaucoup moins hauts, forcément, et donc ça se voyait de loin. L'utilité, c'était celle-là. Donc le canal, c'est pas neutre. Nos ancêtres étaient, avant d'être vignerons, étaient, je vous le disais, sur le canal. Ils avaient des péniches et donc transportaient les matériaux, le grain, les matériaux de construction de Sète jusqu'à Toulouse. Et chaque fois qu'ils ont acheté des exploitations, donc en général après la Révolution, ça a été toujours à proximité d'un canal, tout simplement parce que leur péniche leur permettait d'apporter le grain et les fourrages du Lauragais pour nourrir la cavalerie, et puis de transporter les marcs, les alcools sur les péniches pour les acheminer, soit sur Sète, soit sur Toulouse. On montait le raisin pour l'égoutter et vinifier. Il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'on fait du rosé. Ça permettait une vinification en rosé, et on verra en rentrant la trace, puisque ça a été démoli quand nous avons refait la cave, la trace de l'emplacement de ces éléments. La réception ne se faisait absolument pas ici. Maintenant, elle est ici. Elle se faisait de l'autre côté. Ça permettait de remplir les cuves par gravité. Donc on avait déjà, même si la cave datait du tout début du XXe, des éléments de modernisme en termes œnologiques qui étaient importants. La cave a été construite par un architecte qui s'appelait Pierre Paul, et qui, avant de construire la cave ici, avait construit, pour ceux qui les connaissent, les chais de Jouarre, à côté de Doms, dans le Minervois. Ce conquet qui a la particularité, on voit dépasser l'ouverture, d'avoir une vis qui est en position haute. On peut se demander à quoi ça sert, une vis en position haute. Tout simplement le conquet sur vérin. Donc quand on a vidé le raisin dans le conquet, on lève le conquet et le raisin vient s'appuyer sur la vis. Dessous, il y a des grilles d'égouttage, ce qui permet d'égoutter jusqu'à 30% des jus avant d'envoyer les blancs, notamment au pressoir. Donc on récupère du jus de goutte directement au niveau du pressoir. Voilà. Et après, ça passe par une pompe à vendange, le tuyau inox que vous voyez le long du mur, et ça rentre à l'intérieur. Soit ça alimente les pressoirs quand nous vinifions en blanc, puisqu'on presse les raisins en entrée et qu'on vinifie en phase liquide, soit on alimente les cuves, parce que là on met les grappes avec le mou à l'intérieur des cuves. Si vous le voulez bien, on va rentrer. Donc les pressoirs ont été mis en place à cette époque-là. Donc aujourd'hui, ce sont des pressoirs pneumatiques qui servent et pour les blancs et pour les rouges. Il faut s'imaginer la cave au début, tout à fait début du XXe, où ça c'était le chai de vinification, et où en ligne au milieu, il y avait 4 pressoirs. Il y avait 4 gros pressoirs, et c'était des pressoirs on remplissait des clés en bois avec le marc, et il y avait des mules, vous parlez de mules tout à l'heure, qui tournaient comme une noria et qui faisaient descendre pour le couvercle pour presser les marcs. Et les jus, donc les bassins qu'il y a sur les côtés, au milieu, et il y en avait un autre qui est bouché qui était là, servaient à récupérer les jus donc, de presse qui s'écoulaient de ces pressoirs. Donc bien évidemment, ces pressoirs n'y sont plus. Ces cuves, donc, ce sont des blocs de cuves de 400 hectos, servaient uniquement à la vinification. Quand les vinifications étaient terminées, les vins étaient envoyés dans les celliers latéraux, dans des foudres qui faisaient aussi des contenances importantes, puisque c'était des foudres qui faisaient de 380 à 425 hectos. On n'imagine pas aujourd'hui vinifier dans des contenances pareilles. Tout simplement, on y stockait les marcs, et après les vendanges au mois de novembre, quand les vendanges étaient terminées, que le vin était fait, on distillait les marcs sur place pour produire les alcools. Il y avait 10 personnes pendant les vendanges, aujourd'hui il y en a 4. Quand on fait les blancs, tout est automatique. Les pressoirs sont remplis par la pompe à vendange, ils sont automatiques. Et quand ils ont fini, on appuie sur un bouton, ils se vident. Ça va dans la polybène qui est dehors, la distillerie vient la prendre et c'est terminé. Donc on a tout automatisé et on va continuer à automatiser, on le verra quand on parlera du filtre, de façon à optimiser au maximum les coûts d'exploitation.
les cépages qui sont les deux cépages principaux. En blanc, c'est le chardonnay, en rouge, c'est le merlot. Et on fait donc ces cépages sur lesquels, je le disais, l'hémisphère sud a longuement communiqué. Et donc aujourd'hui, ce sont devenus des marques. Donc on ne fait que des vins de cépage. Bon. On sort le jus clair qu'on vinifie à part. Et les bourbes, vous en avez une demi-cuve derrière. On les met dans ces cuves au froid. Et après, on les passe dans ces filtres. Et on travaille à façon, c'est-à-dire qu'on travaille avec les protocoles de vinification de nos clients. Le vionnier, on le fait essentiellement avec lui. Et donc les vionniers domaine de Védillan sont commercialisés en Angleterre, enfin en Royaume-Uni. Les 80% des vins qui sont produits ici partent à l'export. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au domaine de Védillan. Nous pouvons remercier la famille Fayet qui nous accueille ici, qui a souhaité ouvrir ce château de manière exceptionnelle à l'occasion des Journées du patrimoine pour célébrer le patrimoine viticole et cette famille représentative des grands domaines viticoles de notre région, mais également pour célébrer la mémoire de Gustave Fayet, dont nous célébrons cette année le 150e anniversaire de la naissance et le 90e anniversaire de sa mort. C'est une figure marquante du pays qui est célébrée également par la ville de Béziers par une très belle exposition qui vous attend à l'hôtel Fayet dès aujourd'hui et dès demain. Cette exposition sera visible jusqu'au 31 décembre et vous pourrez y admirer les œuvres d'art de Gabriel, de Léon et de Gustave Fayet. Les origines du château de Védillan sont assez peu connues. Nous savons qu'à la fin du XVIIe siècle, une maison noble s'érigeait ici, à l'emplacement du château actuel. Nous la connaissons par des factures qui ont été dressées à la fin du XVIIe siècle, donc entre 1690 et 1700. Elles ont été réglées par la dame de Tarabuste, qui était la veuve du seigneur du lieu, et qui a donc fait construire ce château, qui était entouré d'un petit noyau villageois, qui a ensuite été démoli au XIXe siècle. Lorsque ce château a été entièrement repensé, reconstruit, la propriété a été remaniée très profondément. Le bien a été ensuite vendu à la découpe entre différentes familles bourgeoises de Narbonne qui ont fait ici un placement financier. Les propriétés, les parcelles ont été revendues assez rapidement puisque le placement financier dans les biens fonciers était couramment pratiqué à cette époque-là. Le blé, qui était la production principale du pays, qui était donc cultivée ici, était vendu à des prix assez rémunérateurs à l'époque, sous couvert de la loi. Un régime fiscal et un régime économique permettaient de maintenir ces niveaux assez élevés. Et donc, placer son argent dans des biens fonciers était une bonne affaire. Au début du XIXe siècle, en 1824 précisément, la famille Fayet arrive ici sur cette propriété. Antoine Fayet, dont nous verrons le portrait tout à l'heure, achète la propriété et entame le processus de réunification du domaine qui était celui des Tarabustes au XVIIe siècle. La plateforme sur laquelle nous nous trouvons, qui est une éminence, donnait de la hauteur, donnait une assise à cette maison qui donne aujourd'hui son plein effet, son effet le plus ostentatoire grâce au décor qui a été apporté et surtout grâce au niveau de construction qui ont été érigés avec ces toitures très élancées qui donnent une verticalité au château, qui renforce cet effet très aristocratique et très vertical à la construction. La partie extérieure, c'est le pendant végétal de cette architecture somptueuse et qui permettait lui aussi de magnifier cette architecture très ostentatoire. Vous pourrez découvrir le parc tout à l'heure avec la visite d'Antoine Fayet et il vous expliquera comment ce parc a été construit et l'étang aménagé, creusé pour pouvoir permettre à cette très belle architecture de se refléter dans ce miroir d'eau. Cet avant-corps ici présente un médaillon sur la clé de voûte ici, au linteau précisément, une figure casquée qui rappelle les cuirasses du XVIe siècle à l'époque des guerres de religion. Voilà, ce château respecte l'unité de style, c'est-à-dire que l'architecture extérieure, l'esthétique de cette architecture se retrouve à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tout ce décor nous dit
de cette famille. Comment pouvons-nous interpréter tous ces signes? D'abord, il y a le volume très important de cette pièce, ainsi que le décor, qui nous disent que nous avons affaire à une famille très importante. Les Fayet étaient l'une des plus riches familles du pays et les Fayet se devaient d'avoir une demeure conforme à leur rang, qui se traduit bien donc par l'architecture très ostentatoire du château à l'extérieur, mais aussi par la qualité de ce décor. Et nous pouvons admirer cette très belle rampe, ce très beau garde-corps de cet escalier ici, qui est un noyer sculpté, qui cite des décors du XVIe siècle. Nous pouvons noter l'omniprésence du chiffre du propriétaire, le G et le F entrelacés, Gabriel Fayet. C'est lui qui commande à Jules Masse, l'architecte narbonnais, tout ce décor dans lequel il manifeste sa présence par son chiffre, bien sûr, mais aussi par son buste qu'il fait placer dans l'angle de la pièce. Donc je vous demande de vous tourner et de saluer le maître des lieux, Gabriel Fayet, qui veille sur cette propriété depuis la fin du XIXe. Le XIXe siècle est un siècle de nomadisme naissant grâce au progrès des moyens de communication, au progrès du chemin de fer surtout, et du transport par bateau, en ferry. Donc ils avaient pu ainsi mettre en pratique leur goût, leur prédilection pour la peinture de paysage et pour la nature morte également. Il y a un décor sous-jacent que nous connaissons par des photographies anciennes, un décor sous-jacent que l'on devine sombre sur ces photos et qui n'a pas été révélé ici. Donc pour poser les assises financières et les assises intellectuelles du développement à la génération suivante de la pratique de la collection, de la pratique également de la peinture que nous allons trouver chez Gabriel et chez son frère Léon. Et à la génération suivante, c'est Gustave Fayet qui va porter à son zénith cette prédilection, ce goût pour l'art, cette pratique de l'art et des affaires, puisque les deux choses et les deux dimensions étaient totalement liées chez Gustave Fayet. Il fera l'acquisition de l'abbaye de Fontfroide en 1908 et il quittera Védillan, qui l'occupera très peu de temps finalement, pour se consacrer à la restauration de l'abbaye de Fontfroide et au rassemblement de sa collection dans ce lieu, ainsi que dans sa propriété d'Île-de-France, puisqu'il quitte Béziers en 1904. Ici, il n'y a qu'un parc à l'anglaise, c'est-à-dire pas de ligne droite, uniquement des virages, des courbes, et la pièce d'eau devant laquelle nous sommes, qui permet de prendre toute la mesure de la mise en scène auquel se sont livrés Gabriel Fayet et ses successeurs. Pourquoi est-ce que je parle de mise en scène? Parce que la première photo du château que nous connaissons, les Fayet nous aident beaucoup, ils sont peintres, et donc ils ont fait beaucoup de relevés. Et donc on a une image assez fidèle des visages successifs qu'a eu Védillan. La première image qui figure sur cet ouvrage qui a été publié par la région montre un château, fin 18e en tout cas, qui est totalement inséré dans un tissu de bâti, noyé dans un tissu urbain qui faisait qu'il n'apparaissait pas dans la majesté à laquelle il aurait pu prétendre comme château. Donc le premier travail que vont faire les Fayet va être d'enlever, d'éradiquer toutes les constructions qui sont à côté et de les reporter dans la cour que vous avez vue, qui a été depuis démolie et reconstruite, mais de les évacuer du champ de vision du château, de manière à commencer à créer cette mise en scène. Et le résultat, nous le connaissons, puisqu'encore une fois, Gabriel Fayet l'a peint, et nous avons la vision dans les années 1860, où vous pouvez regarder ce document, et vous voyez donc le château débarrassé de toute sa gangue urbaine, de toutes les constructions, et qui commence à apparaître dans toute sa splendeur, avec un plan d'eau qui a été construit juste en bas de la terrasse, commençant à lui donner des allures de château qu'il n'avait pas jusqu'à présent. L'eau est importante, je reviendrai sur la composition du parc, mais l'eau est importante parce que cette pièce d'eau qui est autour de laquelle nous sommes, elle est alimentée en permanence puisque lors de la création du canal de la Robine, qui est le canal de jonction du canal du Midi jusqu'au port La Nouvelle, le creusement s'est fait sur des terres appartenant
en particulier au droit d'ici, au domaine de Vélian. Une pièce d'eau totalement constituée, décorée avec 2 ponts. Vous verrez qu'il y a peu de statuaires par rapport aux autres propriétés Fayet. Donc on sent que vraiment la nature a été valorisée ici par rapport aux apports extérieurs. La façade du château est tellement riche que finalement dans le parc on a laissé se déployer complètement la nature. Laisser se déployer à 2 exceptions près, 2 petits belvédères, un devant lequel vous êtes passé que vous n'avez pas vu, le second que vous pourrez apercevoir en remontant, où on voit une personne qui est en train de sortir. Ces belvédères étaient des petits kiosques à ciel ouvert où l'on pouvait se tenir aux heures agréables de la journée, c'est-à-dire le matin ou le soir, et de se faire porter une collation par exemple. Le dernier étage du château que vous voyez derrière moi, était réservé à une domesticité. Il doit y avoir 8 ou 10 chambres. Donc cela laisse supposer le personnel de cuisine, etc., qui était occupé, non compris tout le personnel d'exploitation, puisque le hameau de Vélian, jusque dans les années 50, avait une quarantaine ou une cinquantaine de personnes, que la mécanisation, etc., a mis évidemment un terme. Le côté élancé qu'il avait, vous voyez la tour rajoutée 3 ou 4 mètres à la tour principale en la réduisant un petit peu, vous voyez qu'elle aurait beaucoup plus d'allure. Alors tous les éléments d'architecturaux sont conservés bien évidemment et nous sommes dans le cadre d'une démarche de demande d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour que dans ce cadre-là on puisse avoir aide, conseil et soutien pour pouvoir nous lancer dans la réfection de cette toiture à la suite de l'attaque, non pas des termites cette fois-ci, mais du chancre du platane, puisque nous avons dû arracher, ou du moins enlever, 70 platanes, ce qui a généré, indépendamment d'un effet visuel évidemment, a généré une difficulté sur la pièce d'eau, puisque, comme sur le canal de la Robine et du Midi, les platanes tenaient les rives. À partir du moment où on a enlevé les arbres, les racines qui restaient sont mortes, et donc les rives ont commencé à se déliter. Vous ajoutez quelques canards et quelques ragondins, et nous nous sommes rendus compte il y a maintenant 2 ou 3 ans que si nous ne faisions rien, la pièce d'eau était complètement démolie, les piles des ponts étaient en train de s'effondrer. Donc nous avons procédé cet hiver au vidage, au curage de cette pièce d'eau. On a enlevé quasiment 2000 mètres cubes de boue, de vases, etc. Et nous avons enroché les rives de l'île et des côtés, refonder les piles de pont en injectant plus de 8 mètres cubes de béton, ce qui fait que normalement nous devrions assurer ainsi, au moins pour la pièce d'eau, une bonne cinquantaine d'années sans trop de travaux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.